bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le point marseillais. J'espère que vous allez tous très bien ce matin. Nous sommes un jour particulier puisque c'est un jour de match. Nous sommes vendredi 9 février. Combien il fait chez vous? Est-ce que vous me regardez sur la télé, sur un autre support comme le téléphone, une tablette ou un ordinateur? Allez, dites-moi sur quel support vous me regardez. Aujourd'hui, c'est la Sainte Apolline. Je te souhaite une bonne fête à toi, Apolline. Apolline de Malherbe, Apolline de je ne sais pas quoi, mais en tout cas Apolline de Malherbe parce qu'elle me vient là comme ça à l'esprit. Les amis, donc on va partir sur l'éphéméride comme d'habitude. Avant cela, donc je tenais à vous signaler que ça va être une séance de psy gratuite pour vous. Voilà, une consultation gratuite pour vous parce que on va partir dans la morositude pratiquement totale. Voilà, donc la mentalité qui fait rage du côté de l'OM, c'est le leitmotiv du club actuellement. On parle que de ça, on parle que de la mentalité, le caractère, les ci, là. Est-ce qu'on aura du talent sur le terrain? C'est ce qu'on espère de voir ce soir. On va en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer des compositions d'équipe. Je vais vous donner mon avis sur la rencontre. On rencontre une équipe qui est en plus en difficulté plus que nous, mais ils ont l'habitude. C'est différent. Nous, c'est la crise. Eux, c'est une crise, mais ils ont l'habitude. On y va tout de suite, les amis. On va trêve de bavardage. On va parler un petit peu de l'actu et du mercato. Pourquoi pas? On y va, let's go. C'est l'introduction. Et on va sur quoi? On va tout de suite sur l'éphéméride du jour. Nous sommes donc le 9 février comme je viens de le dire. Tout d'abord, avant de partir sur cela, je tenais à remercier tous les abonnés de la chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a 2 jours, 1 jour, 2 jours, je ne sais plus, 3 jours peut-être. Majid, tu viens de t'abonner, je te remercie fortement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, mais en tout cas, je te remercie. J'ai eu l'alerte, j'ai vu ça. Merci à toi et merci à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, vous avez votre place sur la roue du maillot que je ferai tourner le 22. N'oubliez pas le 22 pour le match du Shakhtar. Je ferai un long live de 12 heures. Et ben, je vous ferai tourner une roue pour gagner le maillot de l'OM. Domicile, extérieur ou 3e. Allez, on y va. L'éphéméride du 9 février. Olivier Ncham. Allez, est-ce que vous avez des bons souvenirs de Olivier Ncham? Moi, j'aime bien l'appeler Ncham. Daniel Bravo. Est-ce que vous avez des bons... Allez, je ne vais pas faire ça à tous les joueurs. Charles Caboret, qui a été champion avec l'Olympique de Marseille en 2010. La période Deschamps, il a gagné tous les trophées avec Deschamps, regardez, entre 2007 et 2013. C'est un joueur qu'on a récupéré d'un petit club. Allez, donnez-moi le club d'où on recrute Charles Caboret. Frédéric Mérieux, bonne patte gauche dans la période début tapis. Voilà, donc bon joueur, qui a joué à Metz d'ailleurs, tiens. C'est particulier, aujourd'hui on rencontre Metz. Il a joué à Metz une grande période. Et François Milazzo, que je n'ai pas connu. S'il y en a certains d'entre vous qui sont plus anciens que moi, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous avez connu ces personnes-là? Et d'ailleurs, tiens, à noter, hier c'était l'anniversaire, enfin, s'il était encore vivant, il est né il y a très longtemps, du créateur, du fondateur du club de l'Olympique de Marseille. Et je ne savais pas qu'il était décédé, qu'il a quitté le monde des vivants le 9 février. Donc il est né un 8 février et il est décédé un 9 février. Donc condoléances à toute la famille du créateur, du fondateur de l'Olympique de Marseille. C'est marqué juste en dessous. J'avais pas fait attention. Regardez, 1917. Donc il est né en 1876. Il avait 41 ans exactement. Il était plus jeune que moi. Allez, j'enchaîne les amis. On va sur quoi? On va sur le mercato. C'est le mercato. Allez, le mercato commence par les médias turcs qui nous parlent des efforts de transfert se poursuivre à plein régime à Fenerbahçe. Pape Gueye ferait partie donc des pistes du Fenerbahçe. Il s'est avéré que le Fenerbahçe était intéressé par le milieu de terrain sénégalais de Marseille de 25 ans. Voilà, donc il y a juste un intérêt, c'est juste un relais, c'est tombé hier. Voilà les amis, petite note voilà, que Longoria avait dit qu'apparemment les clubs turcs n'étaient pas intéressés, aucune offre. C'est peut-être juste un intérêt, juste dans le viseur au cas où. Allez, on continue avec encore Pape Gueye. Pape Gueye, selon l'équipe, qui précise que Pape Gueye, pour le moment, est bien blessé. Il est bien blessé. Voilà, il était blessé à la CAN. Il n'a pas joué le dernier match avec le Sénégal avant qu'il se fasse éliminer. Et que de toute façon, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas l'intention de lui offrir beaucoup de temps de jeu suite à sa décision de ne pas prolonger avec nous. C'est Fabien qui nous le relaye. Merci. Je l'avais vu en fait, mais j'ai oublié de vous relayer. Mais voilà, c'était pour faire un petit point sur Pape Gueye, où on en est pour lui. Il est écarté, même s'il était à 100% physiquement, il ne jouerait pas. Et c'est dommage parce qu'il nous manque des milieux. On va en parler pour les absents qui sont pour le match de ce soir. Il y en a pas mal au milieu. Hein. Il y en a 4. Si on compte Pape Gueye, il y en a 4. Et essayez de deviner les 3 autres. Allez, je continue avec un autre dossier sur un autre joueur qui est plutôt offensif. C'est Bilal Nadir qui est blessé actuellement.
rupture des ligaments intérieurs croisés, je crois. Selon la Provence, les discussions pour la prolongation de contrat de Bilal Nadir, 20 ans, sont bien avancées. Donc on va espérer qu'il prolonge, qu'il soit... Pour ma part, il faut qu'il soit prêté. Il faut qu'il soit prêté, il n'a pas encore assez de poids, de vécu pour vraiment s'imposer, être le leader de notre équipe au milieu de terrain offensivement. Voilà, on manque de créateurs offensifs, je vous l'ai déjà dit, parce qu'Aminarit et Aziz Ounahi, c'est peut-être pas assez suffisant quand on les voit en plus dans cette forme-là, quand ils sont revenus de la CAN. Le premier match contre Lyon, c'est pas terrible. Aziz Ounahi, pour l'instant, c'est un match sur 10 ou sur 8, on va dire. Et Aminarit, on va attendre de voir s'il s'impose vraiment. Et il nous faudrait un autre joueur dans cette donnée-là, de créateur offensif. Allez, on enchaîne encore avec le Mercato pour terminer sur qui? Sur le coach. Le coach qui est visé, comme je vous l'ai dit hier, du côté de l'Italie. Et c'est Fabrizio Romano, donc le goth du Mercato, qui nous relaie ça. Gennaro Gattuso est l'un des coachs les plus appréciés du Torino pour la saison prochaine. Donc, si l'OM ne termine pas dans les 4 premiers, déjà, il ne restera forcément pas l'OM. Mais même s'il termine dans les 4 premiers, peut-être qu'il pourrait partir du côté de l'Italie s'il est vraiment fatigué, si vraiment il en a marre. Parce qu'on va voir qu'il en a un petit peu marre, il commence à en avoir marre. Je vous l'avais dit, hein, il va péter un câble à un moment donné. C'est ressorti aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je pense qu'il doit avoir un côté de véracité dans ce qui est relié par la presse. Allez, on y va justement. On y va sur quoi, les amis? C'est le match. On y va. Allez, grosse partie pour le match, les amis. On y va, let's go. C'est le jour de match. Oui, le jour de match. Jour de match, Marseille-Metz. Vous pouvez me retrouver ce soir en live pour ceux qui veulent venir. N'hésitez pas, allez c'est mon premier, n'hésitez pas à me mettre de la force. Nous sommes à 18, on a atteint 21 pour le match face aux Lyonnaises. Est-ce qu'on peut atteindre face aux Messins 22? Est-ce qu'on peut le faire? Il manque 4 petits likes sur le live. Vous allez dans l'onglet live en direct sur ma chaîne, vous cliquez dessus et vous avez sur Marseille-Metz. Un petit like pour monter un petit peu la sauce, pour que la chaîne monte un petit peu les amis. Comme ça on est plus nombreux, de plus en plus nombreux et ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça, vous pouvez rencontrer les personnes si vous venez sur le live. Pourquoi pas, pour discuter entre nous. Regardez, là, on a des messages. Moussa Bleu qui me dit « Ça me ferait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir de voir Sardine souffrir. » Moi, je lui ai répondu « Ok, achète un Becherel. Ça me ferait plaisir aussi. » Crucy, salut à toi. Jean Marseillan, salut à toi. Et Dodgers qui nous met 4 buts à 1 de l'OM à la manière Seb H-Foot soit en forme. Il me demande d'être en forme. Est-ce que vous serez en forme avec moi? D'ailleurs, tiens, pour ceux qui seront là en live, ou ceux qui ne seront pas là, dans les commentaires, mettez-moi votre prono, comme il a fait Dodgers là, dans les commentaires. Allez, 3-1, 2-1, 0-1. Pourquoi pas, on peut perdre, on ne sait jamais. Ça serait la grosse crise. Allez, on enchaîne. On va sur la rencontre, on y va tout de suite. On va voir qui c'est qui est absent du côté des absences. Donc déjà, il y aura 62 000 spectateurs normalement dans le Vélodrome, selon Bruno Blanza de Bleu Provence. Il nous sort les infos, c'était l'entraînement d'hier soir, donc ce jeudi soir. Kondogbia, Verretou, Murillo absent. Donc on le savait plus ou moins parce que ça avait été relayé dans la conférence de presse de Gattuso. Mais c'est pour vous préciser qu'aux dernières minutes, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Voilà, même au dernier entraînement, il n'était pas là. Justement, on y va sur la conférence de presse. Alors là, c'est un petit peu, je l'ai fait comme un film. On passe sur la conférence, on a une petite rajout, on passe sur la conférence. Vous allez voir, c'est peut-être plus sympa à suivre. Allez, on y va. La conférence de presse, donc avec Gennaro Gattuso qui nous annonce que Jordan Veretout sera de retour normalement lundi à l'entraînement. Voilà, ça serait peut-être une bonne nouvelle qu'on le récupère pour le match face au Shakhtar. C'est notre meilleur joueur actuellement, avec Balerdi peut-être. Voilà, donc ça serait bien qu'on récupère Veretout pour le match de jeudi. Et je pense que vous le pensez comme moi. Geoffrey Kondogbia sera retour dimanche. Par contre, lui sera retour ce week-end. J'ai un doute, moi. J'ai un doute sur les retours annoncés, surtout de Kondogbia. Et je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, on l'avait annoncé pour le match face à Metz. Et ben il n'est pas là. Donc il sera de retour dimanche. Et Amir Murillo sera de retour lundi comme Jordan Veretout, qui sont forfaits pour l'OM contre le FC Metz vendredi, donc aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes craintif là sur le truc là? Parce que ça fait quand même 2 absents en plus en milieu de terrain. Pape Gay absent, Rongier absent. 4 milieux qui auraient pu être titulaires aujourd'hui ne sont pas là. Donc on va jouer sûrement avec Onana, Aziz Naï et Aminarit. Et oui, parce qu'on n'a plus que ces choix-là. Voilà, il n'y a plus de Nadir qui peut vraiment dépanner au plus en plus. Sinon, c'est les jeunes Mayo Katika ou Soglo ou Tunkadi ou les trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complicado. Allez, j'enchaîne. On va partir sur un gros dossier, les amis. Voilà, ça commence à un petit peu péter les claouis à moi, à beaucoup. Voilà, c'est le dossier Klos. Voilà, donc là, il y a eu un gros point qui a été fait sur l'équipe d'aujourd'hui. Ils sont à charge envers le joueur, envers la direction, envers l'Olympique de Marseille, comme en général, l'Olympique de Marseille qui est visé par l'équipe, encore une fois. Et je vais vous lire ça plus ou moins. Alors, je vous ai fait
que quelques parties, sinon c'est trop long. Que quelques parties, comme la conférence de presse, j'ai coupé pas mal de parties, sinon ça va être trop long. Sinon c'était trop long. Alors, toute l'histoire est partie de la sortie de Jonathan Klaus contre Monaco. En larmes sur le banc, il est vite réconforté par le staff médical, pas très inquiet. Et ce diagnostic rassurant, paradoxalement, a fait vriller les dirigeants. Donc ils ont vrillé après le diagnostic de la suite de sa pseudo-blessure. Ils en étaient sûrs. Le latéral, donc c'est la direction qui en était sûre. Ils étaient sceptiques sur cela. Ils en étaient sûrs. Le latéral n'avait rien de méchant et aurait pu continuer le match face à Monaco. Ils raconteront ensuite à plusieurs sources. Donc ils ont fait fuiter un petit peu les infos, le club, selon l'équipe. Et pour bien faire fuiter l'histoire, que Klaus avait déjà compté sur ses efforts à 2 reprises selon eux. Contre Nice le 21 octobre, quand de retour de sélection, il était sorti à la mi-temps pour un coup à la hanche qui ne l'avait pas empêché de s'entraîner normalement le lendemain. Et contre Rennes, le 3 décembre, quand il avait cédé encore sa place à la pause, expliquant avoir l'esprit ailleurs, perturbé par le cambriolage survenu à son domicile 3 jours plus tôt. Ça, on peut le comprendre, c'est une bonne explication, une bonne raison pour Jonathan Klaus. Il a le droit d'être perturbé quand il a été cambriolé. Cela dit, il est en plein match. Il fait la première mi-temps. Est-ce que pendant la première mi-temps, il pense au cambriolage? Je ne sais pas. Franchement, j'ai un doute. Après, c'est l'équipe qui relaie ça. Est-ce que c'est véridique ou pas? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. En tout cas, pour l'instant, ça parle de la retenue de Klaus. Voilà, de la retenue de Klaus, de la peur peut-être des blessures ou alors par rapport à son cambriolage. On continue. On va réagir au compte-gouttes. Mehdi Benassia, qui aurait réagi froidement et qui aurait envoyé un audio, donc un enregistrement vocal, à l'entourage de Jonathan Klaus pour leur dire qu'il n'avait pas apprécié la sortie du joueur contre Monaco et qu'il ne porterait plus jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors là, c'est peut-être, de ce que j'ai vu, certains comptes, peut-être importants ou pas, sur Twitter, ils relayent comme quoi ça serait la partie de Jonathan Klaus qui ferait sortir, qui ferait fuiter ces infos-là, comme quoi Benassia aurait envoyé un vocal menaçant ou pas menaçant, mais vous voyez ce que je veux dire? Intimidation, de lui dire tu ne porteras jamais plus le maillot de l'Olympique de Marseille, alors qu'il a joué contre Lyon. Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. On ne sait pas. N'oublions pas ce qu'ils ont dit comme dossier sur Benassia il y a quelques jours. Ils ont un petit peu fustigé envers Benassia, soi-disant il menaçait ou c'était quoi le terme exact? Je ne sais plus. Les journalistes. Voilà, donc ils intimidaient. Ils intimidaient les journalistes. N'oublions pas qu'il y a une petite dent contre Benassia de la part de l'équipe. On continue. Et on va peut-être retourner sur la conférence de presse. Non, c'est toujours l'équipe. C'est toujours l'équipe, mais on reviendra sur la conférence de presse. Vous inquiétez pas. À plusieurs reprises, les gestes d'humeur de Jonathan Klaus ou ses interventions ont exaspéré pendant les entraînements aussi bien le staff, certains coéquipiers, que ses dirigeants. Comme lorsque, en pleine séance vidéo sur le 3-5-2 et son animation, il est intervenu pour donner ses conseils sur le placement des 3 centraux ou le bon pressing à effectuer. Fort de son expérience à Lens dans ce système, l'intervention, peut-être maladroite, a été moyennement appréciée. Alors là, je vais vous dire, franchement, c'est pas une raison qu'on ne soit pas content au club. Cela dit, comment ça a été fait de la part de Klaus? Peut-être qu'il a dit, bon, moi je m'y connais plus que vous, poussez-vous de là. Il a pris la craie ou le feutre, il a fait Gattuso dégage. Non, je pense pas qu'il a fait comme ça. S'il a donné des conseils, qu'il connaît le système depuis qu'il joue à Lens, depuis 2 ans ou 3 ans qu'il avait joué à Lens, c'est normal qu'il donne des conseils. C'est un ancien, il a 31 ans, il a le droit de donner des conseils, de donner son avis. Il connaît bien le système. S'il a envie que le défenseur central peut-être presse mieux proche de lui ou plus loin de lui, vous voyez ce que je veux dire? C'est des conseils tactiques. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait un retour mauvais de la part de la direction et du staff. À moins que ça s'est mal passé, je ne sais pas de quelle manière, mais ça serait peut-être mal passé. Voilà, après, c'est des on-dit, c'est l'équipe, c'est des on-dit les amis. Je continue. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je dis là. Et là, on revient encore avec l'équipe. C'est quand qu'on revient avec la conférence? C'est juste après? Non, c'est encore l'équipe. Ah, c'est juste après pour le... Oh putain, quand même, j'ai oublié de repasser à la conférence. Pour justifier leur choix de transférer Jonathan Klaus, là, c'est l'explication de la direction envers l'entourage de Jonathan Klaus. Envers Jonathan Klaus, ils lui ont dit... Écoutez ce qu'ils lui ont dit. Auprès de lui et de son entourage, les dirigeants expliquent qu'il n'a pas le bon comportement au quotidien. Ils lui ont dit, t'as pas un bon comportement au quotidien, mais... De quelle façon? C'est quoi son comportement exactement? Alors regardez les détails, c'est plutôt marrant. Il parle fort dans le réfectoire. Il est autiste? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, notre cher Klaus? C'est quoi le problème? Il parle fort, comment il fait? Je veux ma danette! C'est quoi l'excuse? Je comprends pas moi. C'est parce qu'il parle fort, peut-être qu'il rigole, il se gouaille, je sais pas. C'est juste qu'il est particulier, tu lui dis de se calmer. C'est pas parce qu'il a un comportement enfantin que ça doit gêner les autres. Au bout d'un moment, s'il est comme ça, c'est sa personnalité.
Tu peux pas enlever une personnalité comme ça. C'est pas la prison non plus. Ça, je comprends pas, moi. Il parle fort à le réfectoire. Ok. À moins qu'il gueule comme un putois, je comprendrai pas pourquoi on lui en veut pour ça. Passe des heures devant la PlayStation lors des mises au vert. Alors ça, je vais vous dire, tous les joueurs actuellement, ils jouent sur les téléphones, sur les tablettes, sur les PlayStation. À mon avis, il n'y a pas que Klose qui joue à ça. À mon avis, il n'y a pas que Klose. C'est des mauvaises raisons pour ma part, ça. Râle pendant les entraînements si ses coéquipiers ratent une passe. Alors, cela dépend comment il râle. Si vraiment il lui dit « Oh, t'es bidon, vas-y, retourne à Lorient » ou je sais rien. Ça, d'accord, je comprendrai. Mais si c'est pour montrer sa hargne de vouloir gagner, c'est peut-être une bonne chose. Il faut le retourner aussi dans l'autre sens. Donc, ces 3 raisons-là, pour moi, elles ne sont peut-être pas bonnes. Ce pas des bonnes explications pour le mettre sur la liste des transferts. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir. Et la dernière truc, c'est pour préciser un petit peu le total, le général. L'impression est que le joueur est devenu un peu trop sûr de lui depuis son retour de sélection en octobre. Alors peut-être qu'il a eu un côté hautain quand il est revenu, sachant qu'il est allé à l'équipe de France, il s'est imposé, il a joué 2-3 matchs titulaires. Il est peut-être revenu, il a dit ah, « moi je suis en équipe de France ». Peut-être ça passe mal comme ça. Mais ça m'étonnerait fort. Voilà, ça m'étonnerait fort. Franchement, je serais étonné. Si c'est que ça, voilà, moi je trouve que c'est pas lieu de le mettre sur la liste des transferts. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a un petit domaine de la prolongation. Comme il a dit à la conférence de presse, il a eu la petite boutade, la Longoria, il a un petit peu fourché la langue. Il y a ça. Et après, il y a peut-être le comportement par rapport au match. Peut-être qu'il est sorti un petit peu trop mollement, ici et là. Peut-être qu'il n'a pas montré vraiment la hargne jusqu'au bout, à jouer peut-être blessé ou presque blessé. Je suis d'accord pour ça. On doit tout donner pour l'OM. Et après, tu penses à l'équipe de France. Je suis d'accord. Après, là, les raisons qui sont là, pour moi, ça n'a pas lieu d'être mis de côté. Ça, c'est mon avis. Si vous avez le même avis, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi votre avis sur cela. Allez, on continue. On va finir sur Klose. Les dirigeants avaient ouvert les pistes Feyenoord ou Galatasaray pour le faire sortir Jonathan Klose. Puis avaient pris des contacts avec Lorenz Assignon et Ezeki Çelik. Alors moi je vais vous dire, on a de la chance d'avoir gardé Klose. Si c'est le bon Klose qu'on récupère, je trouve que Klose, il a les 2 joueurs dans les mêmes jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est meilleur que les 2 pour ma part. Çelik est peut-être meilleur défensivement que Klose, mais offensivement il va apporter largement moins qu'un Klose. Et derrière Assignon, pour moi c'est un joueur neutre. Pour moi c'est un joueur, c'est comme un feutre. Pour moi je ne l'ai pas trouvé ouf quoi. Il m'a plus plu l'autre joueur de Rennes que je vous ai dit, le remplaçant du remplaçant. Donc et lui c'est le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Et il est parti à Burnley, tant mieux pour lui qu'il aille en première ligue, qu'il touche un gros salaire. Dans l'espoir qu'ils finissent par craquer. Donc ils lui ont mis ça en fait. En fait, ces pistes-là, c'était pas vraiment des pistes concrètes à ce qu'on comprend. C'est juste pour le faire craquer. Ils ont mis ça, ils ont fait ça sortir par la presse. Comme quoi on s'intéressait à Assignon et Çelik. Mais ils seraient pas allés jusqu'au bout. Ils seraient peut-être pas allés jusqu'au bout. Juste pour mettre la pression sur Klose qui veuille partir peut-être en Turquie ou je sais pas où. Mais ils ont refermé les dossiers et il fallait retourner la page. Stéphane Tessier, donc le directeur général, a finalement expliqué aux joueurs que toute l'affaire avait été montée par les médias. Les médias, les fameux médias. Voilà, donc là, c'est l'équipe qui se retourne un petit peu envers le club sur la fin, tant qu'ils disent que l'Olympique de Marseille, la direction a dit que c'était plus ou moins l'équipe, la Provence et tous les autres médias qui avaient un petit peu monté la sauce, alors que finalement, c'est le club lui-même qui l'a monté en interne et qui a fait fuiter un petit peu les informations. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu, hein, finalement. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur le dossier Klose. On va le clôturer pour une dernière fois avec Gattuso maintenant en conférence de presse. Allez, on repasse sur la conférence de presse. Gattuso qui réagit et qui nous parle un petit peu de Klose, mais ça ne concerne pas que Klose, ça concerne un petit peu l'ensemble. Allez, écoutez bien ce que je vais dire. Les matchs ne se gagnent pas que le week-end. Ils se gagnent la semaine à l'entraînement. C'est comme je vous l'ai dit. Quand Gigot, après le match, il a dit « On va réagir vendredi ». On va être bon vendredi, il a dit comme ça, j'ai la rage et tout machin. Mais c'est toute la semaine que tu dois avoir la rage. Je sais pas comment il est, Gigot. Je vais pas critiquer Gigot. Mais c'est pour dire que tous les joueurs qui disent on va réagir la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est toute la semaine que tu dois réagir. Comme il dit Gattuso. En ce moment, on n'est pas cohérent dans notre travail, nous dit Gattuso, au quotidien. Il faut être exigeant avec soi-même. C'est à partir de là qu'on pourrait s'éloigner de cette période difficile. Ce n'est pas en réfléchissant de manière individuelle. Là, il vise un petit peu peut-être quelques joueurs et peut-être Klose. On a nos forces, nos faiblesses, mais il faut vraiment s'appuyer sur nos têtes, notre mentalité. On a eu une discussion entre nous. Klose, parce qu'il a vu venir la question sur Klose. Klose est un joueur international. Et quand on voit ses prestations à l'entraînement, ça se voit que c'est un joueur international. Mais il faut être constant dans ses prestations. C'est en tant qu'équipe qu'on peut avoir un déclic. Donc ce qui veut dire pour Klose, c'est qu'on voit qu'il est bon. D'accord, tu es bon. Tu es peut-être meilleur que certains. Mais au moins, mets-toi dans le collectif. Emmène les autres vers toi. Voilà, tu as de l'expérience, c'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est ce qui veut dire plus ou moins. Voilà, si tout le monde fait comme ça, va dans le même sens, comme il a dit Longoria hier avec le gouvernail et je sais pas quoi, la voile, eh ben, ça ira que mieux.
si on arrive à se comprendre. S'il n'y en a pas qui vont jouer avec du ish-ish pour le milieu de terrain, le fameux milieu de terrain ish-ish, au lieu de faire du ish-ish, va dans le même sens, tu attends qu'il y ait un débordement, tu centres et voilà, tu vas plus vite. Ça n'a rien à voir, mais c'est pareil. Allez, on y va. On y va, les amis. On continue avec la conférence de presse et on arrête avec Klose. C'est promis. Allez, on y va sur autre chose. Et Gattuso qui nous parle maintenant de la mentalité peut-être, parce que c'est toujours de la mentalité depuis 2 semaines. On parle que de mentalité. Il faut toujours dire la vérité. À Naples ou à Milan, à l'AC Milan, quand il entraînait là-bas, il faut construire une mentalité. Si un joueur ne s'entraînait pas correctement, j'excluais des matchs. À l'époque, il les excluait. Hein. En Italie, il les excluait. Là, il n'a pas encore fait. Et regardez ce qu'il dit derrière. À Marseille, je me suis dit que je devais être plus tranquille. Pour moi, l'entraînement, c'est sacré. Je sais que c'est très chaud ici et que je n'exclus j'exclus quelqu'un ici, on va me poser des questions. Pourquoi il n'a pas joué, etc., etc., etc. Là, c'est mon erreur. Mais ça fait partie de notre chemin. Je dois faire des progrès, j'ai perdu du temps, j'ai fait des calculs, les joueurs le savent, 1 fois ça va, 2, 3 fois c'est trop. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il s'est retenu 1 fois, 2 fois, 3 fois de virer un joueur. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Et là, il avait fait en Italie, parce qu'il était dans son pays, je pense que c'est plus pour cette raison. Là, il va dans un pays étranger, en France. Donc il s'est un petit peu retenu, surtout du côté de Marseille, peut-être qu'il connaît le club quand même. Et là, il s'est dit, bon, on va se calmer, on arrive dans un autre pays, je parle pas la langue, j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec les questions, que ça va me chauffer un petit peu à la conférence. Donc je vais me retenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, de juger, ça y est, maintenant je m'énerve. Et vous allez voir qu'il s'énerve juste après. Vous allez voir. Je dois être fidèle à ce que je suis. Donc là, on va retrouver le Gattuso un peu plus virulent, je pense. Un peu plus grinta comme on l'attend, ou un peu plus giocatore, qui va les étrangler. Allez, justement, avec sa réaction. Alors, Sabachout, vous relez ça, de l'équipe. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Écoutez bien. Gattuso n'est plus sage. Pourquoi je dis ça? C'est le titre. 2 jours après Monaco, le 2-2, Gennaro Gattuso s'est montré plus virulent, n'hésitant pas à se plaindre auprès du président. Il a même houspillé, c'était marqué houspillé, mais je vous ai mis plutôt la traduction. N'hésite pas à se plaindre, à le prendre à partie, le président. Donc il s'est retourné dans une réunion avec les dirigeants. Il n'y avait pas Longoria à ses côtés. Il a retourné, il a fait « Mais toi, blablabla !» Il a fait comme, je sais pas comment, qu'est-ce qu'il a dit, mais exactement. Voilà, il lui a dit ce qu'il a marqué derrière. Regardez, écoutez. Pablo est devenu livide sur le coup. Donc c'est ce qu'il a dû vraiment prendre la parole, vraiment comme on le voit là, énervé. « Je ne sens pas ce groupe en mission », lui a dit Ringo. Il a pesté, hein. Il a pesté. Il n'a pas pété, il a pesté. Voilà, donc là, on va peut-être voir le vrai Gattuso sur les prochaines rencontres, si ça commence à mal se dérouler pendant la rencontre. Peut-être qu'il va même rentrer sur le terrain. Peut-être qu'il va en prendre un. S'il voit qu'Endia, il va tricoter vers son ish-ish sur le côté droit de la surface et pas centrer pendant 10 minutes, il va rentrer sur le terrain, prendre le ballon, centrer, mettre une baffe en passe. je rigole. Pas de violence, Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et après, Gattuso a réagi un petit peu à un domaine aussi où il a tenu à souligner que Rongier, c'est une absence très importante pour le club. Je l'ai convoqué dans mon bureau parce que vous allez voir pourquoi. Les supporters ont été très durs avec lui. Il aide ses partenaires avec Klose, il a été l'aider, le défendre. Rongier, c'est quelqu'un d'important pour nous. Il me semblait triste par rapport à la réunion avec les supporters. Je lui ai dit de ne pas baisser la tête. C'est notre capitaine, son importance est toujours la même s'il n'est pas sur le terrain. Donc il a tenu un petit peu à le rassurer, à lui dire « Écoute, je ne t'en veux pas, tu fais ce que tu peux. Voilà, donc je vois ton rôle de capitaine, tu le tiens bien. » Peut-être qu'il ne se fait pas comprendre. Peut-être que ce n'est pas les mêmes mots. Peut-être qu'il est peut-être trop gentil. Il est peut-être trop gentil. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ouais, peut-être qu'il va peut-être appuyer aussi sur le championnat quand il va revenir. Je parle de Rongier. Donc bon retour à toi, Rongier. Prends ton temps, comme je le dis. Prends ton temps. Allez, on continue avec Gattuso qui nous parle pendant la conférence de presse. Il nous parle du système. Et on va voir un petit peu les schémas que je vais vous aborder. Allez, sur le système, je pense que pour l'instant, le problème ne vient pas du système de jeu. 3-5-2 ou 4-3-3. C'est vraiment une question de rythme, de mentalité surtout, de volonté de trouver une identité de jeu. Ce n'est pas une question de jouer avec une défense à 3 ou à 4, c'est à nous de réussir à être plus une équipe, donc plus collectif, plus dans le même sens. C'est toujours un petit peu le même discours, un petit peu la mentalité dans le même sens, tous en collectif, aller comme une équipe, comme des guerriers, tous ensemble. Et derrière, on voit la composition d'équipe justement, de l'équipe qui nous ressort un petit peu. Alors, à prendre avec des pincettes, ils nous ont mis une composition en 4-3-3. Attention, ça pourrait partir en 3-5-2 parce que vous allez voir que la Provence sont partis sur un 3-5-2. Et moi, je vous ai mis 2 compos différentes à ma sauce. Allez, vous voyez un 4-3-3 du côté de l'OM face au 4-1-4-1 du côté de Metz. Voilà, et nous avons Paul Lopez, Merlin à gauche, Balerdi, Gigot, Klose, Harit, Unai, Onana, Aubameyang à gauche. Voilà, donc Aubameyang à gauche.
Ismail Assar à droite. Voilà, sa mimine, elle est plus blessée. Voilà, hein, sa mimine. Je sais pas où il avait foutu. Et Mumbagna en pointe. Voilà plus ou moins la compo selon l'équipe. Un 4-3-3. Est-ce que cette compo-là vous plaît, les amis? Cette compo que je vous ai mis à l'écran. On voit les absents. Donc, du côté de l'OM, on a Murillo, Pape Gueye, Kondogbia, Bilal Nadir, Valentin Rongier, Verretou et Chancel Mbemba à la CAN, bien sûr. Le banc sera composé de Blanco, Simon Ngabartentenbu, ça fait 2 gardiens, plus le troisième, le Paul Lopez. Baimo Meite, Ulysse Garcia, Soglo, Correa, Luis Enrique et Iliman Ndiaye. Ça fait que sur le banc, on a Baimo Meite qui peut apporter, Garcia il peut apporter. Je parle pas de Soglo, voilà, je parle pas de Soglo. Je parle des joueurs d'expérience qui ont un petit peu de vécu. Correa, bon, il a du vécu, on va dire. Iliman Ndiaye il peut apporter. Et Luis Enrique, il a un peu plus de vécu de Soglo. Finalement, on a 4-5 joueurs qu'on peut faire rentrer quand même. Là, si Gattuso, il ne nous fait pas les 5 changements si on arrive dans ce domaine-là de composition d'équipe, je ne comprendrai pas. Au bout d'un moment, fais tes 5 changements aussi. Parce qu'on avait vu la dernière fois que la moyenne des changements pendant la saison, il n'en utilise que 3,5 sur 5. Voilà, il y en a 1,5 qui est pas là, quoi. Il a coupé un joueur en deux, il a enlevé un joueur. Allez, la compo, n'hésitez pas à réagir. Et on va sur l'autre compo de la Provence, justement, en 3-5-2. Vous voyez que Paul Lopez est gardien, Meite, Gigot, Balerdi, donc la défense qu'on peut mettre finalement parce qu'on n'a pas de Mbemba. Onana devant la défense, Unai Harid dans la création de jeu. À droite, Jonathan Klaus, Quentin Merlin à gauche. Ndiaye, pas d'Aubameyang pour la Provence, c'est particulier. Et Aubameyang devant. Voilà, celle-là peut-être peut plus plaire à certains que d'autres. Moi, elle me plaît pas mal celle-là. Elle me plaît pas mal celle de la Provence. N'hésitez pas à réagir. Après, s'il y a Mumbagna, ça me plairait plus parce que je veux le découvrir, les amis. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette compo-là ou la compo de l'équipe juste avant en 4-3-3. Allez, faites-moi votre avis dans les commentaires. Et on va voir maintenant autre chose, c'est les compos de mon côté. Les compos de mon côté. Avant d'aller voir les compos de mon côté, regardez, en bas, il y a un bandeau jaune. Je vais vous le mettre en plus gros. Voilà. Risque de suspension pour la rencontre contre Metz. Ce soir, il y a Jonathan Klaus et Baimo Meite qui seront suspendus en cas de carton jaune, donc d'avertissement. S'ils ont un carton rouge, bien sûr, ils seront suspendus. Voilà les deux joueurs qui sont à risque de suspension. Concernant mes deux compos, je vous ai mis une compo en 4-3-3, une compo en 3-5-2. Là, vous les voyez bien, si vous voulez, je les agrandis. Allez, je les agrandis. N'hésitez pas à faire pause. Allez, je vous laisse ça 2 secondes. Regardez, celle en 4-3-3, vous voyez que ça ressemble. C'est la même que l'équipe, finalement. Voilà, j'ai pris pratiquement la même que l'équipe. J'ai pas fait exprès, hein. Je l'avais fait juste avant qu'il la balance. Voilà, donc je pense qu'on pourrait se positionner sur cela si c'est en 4-3-3 que veut Gattuso. Et en 3-5-2, j'ai mis à la place d'Ndiaye au lieu de la Provence, j'ai mis Mumbagna. Voilà le seul changement que j'ai fait en 3-5-2. Alors laquelle vous préférez? La 3-5-2 de Provence ou la 3-5-2 de celle-ci ou la 4-3-3 de l'équipe ou celle que j'ai mis juste avant? Laquelle vous préférez dans les 3? Allez, faites-moi votre choix dans les commentaires. Allez, on va terminer avec la conférence de presse. On y est presque. Ah oui, après il y a Paul Lopez aussi. Désolé. La conférence de presse qui se termine avec Gennaro Gattuso qui nous dit que demain, on doit retrouver du rythme, de la volonté et d'une identité de jeu, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est à nous d'être plus solidaires sur le terrain. Allez, on y va, let's go. Le magnifique discours aussi, pour terminer, de Gennaro Gattuso pour les supporters. J'ai vu une vieille dame de 80 ans qui avait la grinta d'une gamine de 20 ans. Je crois que c'est Colette, comme il dit Lorenzo en dessous. Être ultra, c'est très cher. Les supporters dépensent énormément d'argent. Je ne l'avais pas assez souligné ça. J'ai fait un petit compte hier pendant le live. Ça peut coûter entre 200 à 500 euros selon où tu habites, environ. Voilà, je suis resté très large. Hein. Mais vous voyez que ça coûte très très cher. Hein. 500 euros, c'est pratiquement la moitié d'un SMIC quand même. Supporters dépensent énormément d'argent pour suivre les matchs. Sans les supporters, on n'est rien, nous dit Gennaro. Il faut avoir du respect pour ces gens-là. Il a rajouté... S'il y a bien sûr une bronca en début de match ou quoi ou qu'est-ce, on devra l'accepter et c'est à nous de ne pas décevoir les joueurs, les supporters sur le terrain. Voilà, je ne vous l'ai pas mis, mais il a rajouté cela. Je pense que c'est un bon discours. C'est un discours peut-être de façade pour certains, mais il a dit, il avait l'air d'être plutôt franc. Je trouve que Gattuso, il a été moins renfermé que d'habitude. Il s'est un petit peu libéré. On a l'impression qu'en gueulant peut-être auprès de Pablo Longoria, en l'ayant bougé dans la réunion, peut-être que ça l'a libéré d'un poids, Gattuso. Peut-être qu'on va voir un meilleur Gattuso. Peut-être qu'il aura de meilleures idées. Je sais pas, on peut le penser aussi. Attention, Gattuso peut changer. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Ou les imbéciles, je sais pas quoi. Mais bon, bref, on s'en fout. Allez, on passe à autre chose, les amis. On va voir un petit peu Paul Lopez qui nous répond. Voilà, je vais pas vous relayer ce qu'il a dit sur son cas personnel, de sa condition psychologique, ici et là. Ça en a parlé pendant un quart d'heure. Ça m'a saoulé. Donc, je vous parle plutôt de ça. Il parle de leader. C'est très important. Écoutez bien ce qu'il dit. On a parlé de leadership toute l'année, nous dit Paul Lopez à la conférence. Je vais en parler, je ne suis pas d'accord. On a des leaders, un vrai capitaine, bon, qui est absent pour l'instant. Je suis très honoré de ce qu'il fait tous les jours. En parlant de Rongier, il le défend. Il nous parle, il essaye de nous aider. Après,
Nous, ce qu'on demande, c'est, oui, il vous aide, il vous parle, d'accord, mais aussi qui vous engueule quand ça va mal, qui vous pousse à aller plus loin, qui vous rebooste, même méchamment des fois, même en vous insultant. Voilà, vous n'êtes pas des brebis non plus, vous n'êtes pas des bisounours, comme certains me disent que je suis un bisounours. Non, il faut vous insulter pour vous bouger le fion. Oh la colle de ta mère, tu vas te bouger le cul. Des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi peut-être qu'il montre de la hargne, Rongier. Nous faire comprendre ce qu'il voit pendant les matchs, nous dit Paul Lopez pour Rongier. Maintenant, il parle des soi-disant leaders. Alors, il nous parle de Kondogbia. Excusez-moi, Kondogbia, est-ce que vous sentez comme un leader pour l'instant? Il est jamais là déjà, il est à l'infirmerie et je sais pas, j'ai pas ressenti de leader pour moi. Gigot, oui, peut-être. Gigot, oui, je suis d'accord, peut-être. Dans le leader, le guerrier, le Silala, oui, pourquoi pas. Aubameyang, non, pas du tout. Aubameyang, pour moi, il est effacé totalement sur le terrain. Voilà, il pense plus à sa coupe, comme je vous l'ai dit. J'espère me tromper, hein. J'espère me tromper qu'il va montrer enfin un leadership avec tout le vécu qu'il a. Normalement, il devrait le faire. Et Correa, il nous a mis Correa qui pense au barbecue ou je sais pas quoi. Ça m'a surpris qu'ils disent Correa. Voilà, on a des joueurs qui étaient au très haut niveau. Certes, ils étaient au très haut niveau, mais c'est pas parce que tu es au très haut niveau, mon petit Paul Lopez, qui sont forcément des leaders. J'en ai parlé hier. Hein. Je vous avais dit, c'est ces joueurs-là justement qui devraient être leadership. Voilà, et ils le sont pas à mon avis. Ils ne le sont pas. On a des joueurs qui ont été très niveaux, ils sont toujours là. Je ne suis pas d'accord de dire qu'il n'y a pas de leader. Des joueurs importants sont partis, mais d'autres importants sont arrivés. Ils sont peut-être importants, mais ce n'est pas des leaders. C'est peut-être pas ceux-là qu'il fallait prendre. On essaie de trouver les solutions aux problèmes, mais le souci, ce n'est pas une question de leader. On doit améliorer le mental. Si on l'améliore, on va y arriver. Bon, il a parlé de mental, il a fait si, voilà, il faut comprendre que c'est là-dedans que ça va mal, voilà. Si ça va mal pour toi, c'est pas parce que ça va mal pour toi, Paul Lopez, que ça va mal pour tout le monde. Ouais, parce que lui, il a eu sa truc psy et tout bordel. Allez, et pour terminer sur Paul Lopez, après, on va voir un petit peu le classement et on va parler un petit peu concrètement du match en lui-même. Lopez, je pense que c'est une semaine compliquée. On doit avoir de la réflexion à ce sujet. Le mois de décembre a été bien, on a récupéré des points en championnat, mais le début 2024 n'a pas été bon. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas eu les résultats attendus. Il n'y a plus d'excuses. Les absents, les blessés. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Donc, il a parlé des absents par rapport à la CAN, les blessés. Et il a dit, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. On veut faire quelque chose cette saison. On doit gagner des matchs. Faire plus, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut être clair et le montrer dès le lendemain. Voilà, le lendemain parce que c'était hier. Il a surtout appuyé sur sa tempe, il a fait le mental. C'est très important. Si on n'est pas à 100% là-dedans, ça ira pas. Il a tenu à finir comme ça. Et voilà comment on termine cette conférence de presse, les amis. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à mettre un like, un abonnement. Mais on continue, on continue. D'ailleurs, restez jusqu'au bout parce qu'il y a un petit bonbon sur la fin. Un tout petit bonbon. Est-ce qu'il vous plaira le bonbon? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un petit bonbon bien sucré. Alors, le classement. L'Olympique de Marseille est 8e au classement. 29 points, c'est pas terrible. C'est un des plus mauvais départs depuis très longtemps, depuis Mitchell déjà. Mitchell qui avait fait un peu moins. Et même, j'ai vu une stat, j'ai oublié de vous la relayer sur l'équipe qui nous dit que... Qui nous dit que quoi sur, depuis 2000, voilà, depuis 2000, ceux qui ont 29 points au bout de 20 journées, eh ben, il n'y en a qu'une équipe qui a réussi à terminer dans le top 5. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Depuis les années 2000, il n'y a eu qu'une seule équipe avec 29 points au bout de 20 journées, qui a terminé dans le top 5, c'était Lyon de 2015, 2016, un truc comme ça. C'est une stat qui fait peur, parce que l'OM veut terminer au-dessus du top 5. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas très loin. Hein. On est toujours, on se dit on n'est pas très loin. 6 points, c'est rien 6 points. 6 points en 14 matchs, c'est rien. Ça va très très vite. Mais vu comme le jeu est proposé, c'est vrai qu'on peut être sceptique. Moi, je reste optimiste, comme je vous l'ai dit. Mais je suis sceptique aussi. Voilà, je suis sceptique aussi. Je suis pas défaitiste. Au contraire. Voilà, je suis pas défaitiste, je suis sceptique. Voilà, c'est différent, faut employer les bons mots aussi. Allez, je continue sur le classement. Metz est loin derrière avec 16 points. A noter que Metz a enchaîné, on va voir tout à l'heure sur les stats, ils ont enchaîné 7 défaites consécutives. C'est énorme, c'est énorme. Justement, voilà, on voit les Messins, 7 défaites consécutives, je vous les montre vite fait, voilà. La dernière victoire, elle remonte au mois de novembre, voilà, contre Lorient, 3-2. Concernant la composition d'équipe, je peux vous la montrer. La dernière composition des Messins, voilà, comme ça vous le voyez bien. Vous avez la compo demain probable, mais la dernière, c'est celle-là. 4-1, 4-1, comme on a vu avec l'équipe qui l'a relayée. Voilà, vous voyez que Mikotadze est revenu de l'Ajax. Pour l'instant, il a marqué que en match amical 2 buts contre un club luxembourgeois. Mais au-delà de ça, il y a Zé qui a marqué un but en match officiel depuis les 7 matchs. Sinon, c'est un match en Coupe de France où ils ont marqué un but. Mais au-delà de ça, ils n'ont plus marqué un autre but. Voilà, c'est vraiment terrible hein, du côté de Metz. Hein. Si on n'arrive pas à gagner contre Metz,
On s'inquiète déjà un petit peu, mais il faudra s'inquiéter encore plus là. Allez, on va sur les stats, les amis. On y va. 13 stats de stats OMP. Merci pour nous les avoir envoyés. Allez, on continue, on y va, let's go les stats. 21,4%, soit la part de rencontre de Ligue 1 de l'OM avec moins de 2 tirs cadrés par match sous Gattuso. Donc vous comprenez, ça veut dire que 21% c'est environ 1 sur 5. Ça fait qu'il y a 1 sur 5 matchs où l'OM n'a pas tiré au moins 2 fois. 2 tirs cadrés dans la rencontre. Contre 2,6% sous Tudor, donc c'est 10 fois moins. Tudor, il tirait toujours plus de 2 tirs cadrés dans les rencontres. Et 15,7 sous Sampaoli, c'est pas terrible non plus. Hein, Sampaoli, reprends-toi, même s'il est plus chez nous. Allez, qu'est-ce que ça vous fait ces petites stats-là? Je continue. 72,2%. Je vais enchaîner et vous allez réagir, vous, dans les commentaires. 72,2%. Après Brest, c'est contre Metz que l'OM gagne le plus au Vélodrome en championnat. 72,2% de ces 54 confrontations, les amigos. Il aurait pu mettre le chiffre de combien de victoires sur 54. Si on fait le compte, 72%, ça fait 3 sur 4 environ. 3 sur 4, j'ai pas envie de calculer, mais c'est environ 40 victoires à mon avis. Au moins 40 victoires. Au moins, hein, je pense, hein, contre les Messins au Vélodrome depuis toute l'histoire. 2004, les Olympiens restent sur 2 nuls contre Metz à domicile, mais n'ont plus perdu depuis 2004, l'année Drogba. 5 victoires et 2 nuls contre Metz. On reste sur 2 matchs nuls à domicile. Alors attention, s'il y a un match nul, c'est la crise totale. S'il y a une victoire, ne serait-ce que difficile, ça peut-être, il y aura un petit peu une demi-bronca. Parce que attention, on veut quand même une manière un petit peu. Hein. Aujourd'hui, on veut une petite manière quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on veut une manière. Hein. Moi, je veux une manière. Est-ce que vous voulez avec la manière, les amis? Est-ce que vous voulez une victoire avec la manière? Une victoire avant tout, mais avec la manière. Avec la manière. On en a marre de souffrir. Hein. Cette saison, c'est la... Ça fait longtemps qu'on n'a pas autant souffert. C'est terrible hein, dans le jeu. C'est terrible. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... On n'arrive pas à voir le jeu qui est prôné par l'équipe en ce moment. Quoi. Allez, triplé. Parmi les 6 buteurs olympiens sous Macourte contre Metz au boulevard Michelet en Ligue 1, un seul joueur a réalisé un triplé, c'est Florian Thauvin en 2018. C'est la fameuse saison où il marque pas mal de buts, Florian Thauvin, où on finit en Europa League en finale contre l'Atlético. Allez, je continue. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur qui peut mettre un triplé? Et dites-moi lequel. Est-ce que c'est Faris Moumbagna, Ndiaye ou Aubameyang? Allez, n'hésitez pas à me dire. 14, voilà 14 matchs consécutifs que l'Olympique de Marseille est invaincu au Stade Vélodrome. C'est une belle stat hein, quand même. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas invaincu depuis longtemps au Vélodrome. Voilà, l'année dernière avec Tudor c'était difficile au Vélodrome mais on gagnait à l'extérieur. Avec Sampaoli c'était la même chose. Les années d'avant c'était pratiquement la même chose. Ça faisait des années hein, qu'on n'était pas comme ça. Voilà, bah, il va le dire là. Regardez, il y a marqué derrière en dessous. Avec 9 victoires et 5 nuls. Il faut remonter à la saison 2017-2018. Bah, depuis la période de Garcia avec Florent Thauvin qui met le triplé. Qu'on était invaincu en 17 rencontres au Vélodrome. Voilà, une belle stat quand même. Allez, 7-8. Metz a perdu 7 de ses 8 derniers matchs, dont une élimination en Coupe de France. Ils avaient fait 1 nul. J'ai pas compris. 1 nul. Bon, c'est pas grave. Un tel enchaînement de revers en Ligue 1 ne s'est plus produit au club depuis 1950. Vous en rendez compte? Si on perd contre Metz, c'est comme si on perdait contre un club des années 50. Non, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Depuis les années 50. Mon papa, il avait 1 an à peine. Mon papa, il avait 1 an. Allez, 3. Les Lorrains ont d'ailleurs été défaits lors de leurs 3 derniers déplacements. Donc là, ils se déplacent. Logiquement, ils doivent perdre le 4e match d'affilée. 20. Laszlo Bologna est avec Michel Derzakarian, le coach de Ligue 1 ayant le plus affronté l'Olympique de Marseille. En 20 confrontations, il n'a perdu la moitié de ses matchs avec ses clubs précédents. 5 victoires, 5 nuls. Voilà, il a perdu 10 matchs. Il a perdu 10 défaites. Et il a gagné 5 fois contre nous et 5 matchs nuls. Laszlo Bologna. C'est un ancien entraîneur qui a... Je sais pas s'il a pas 70 ans maintenant, Laszlo Bologna. Il est pas loin. Il est franco-roumain ou roumain directement, je suis pas sûr. Allez, on continue. 19. Les Messins disposent de la 2e pire défense à l'extérieur cette saison avec 19 buts encaissés. Seul le FC Lorient fait pire avec 22 buts encaissés. Ouais, il y a tout qui va à l'encontre des Messins. Les amis, si on ne gagne pas ce match, ça va être terrible. Si on ne gagne pas ce match, ça va être terrible, je vous le dis. 62,4, soit le pourcentage d'arrêt de Paul Lopez cette saison en championnat, classé 12e dans ce domaine. Il est très loin du leader en la matière, le gardien niçois, Marcin Bouka, qui a 82,7% d'arrêt. Voilà, donc Paul Lopez est 12e au classement des gardiens en pourcentage d'arrêt. Ça veut dire que là, il tape un petit peu Stat OMP sur le gardien. Il tape un petit peu sur le gardien. Il aimerait bien qu'il réagisse aussi, comme les autres. Parce que bon, ta crise de psychologie, je sais pas quoi bordel, c'est fini. Voilà, Blanco, il s'est peut-être chié dessus, mais toi, c'est fini aussi. Tu es titulaire, tu dois être à 100% aussi là-dedans. Hein.
Ne fais pas style de pas être à 100% toi aussi. 3. Comme le nombre moyen de tirs cadrés par match cette saison en Ligue 1 par les Messins, soit la pire moyenne de Ligue 1. On tombe contre la pire équipe qui existe au monde pratiquement depuis 1950 les amis. 417. Aucune équipe du championnat ne fait pire que le FC Metz, encore une fois. En nombre de passes réussies dans le dernier tiers du terrain adverse, 417 passes. Voilà les amis, c'est la pire équipe, le FC Metz. Si on perd, si on perd, c'est... Je pense que j'arrêterai le live tout de suite parce que j'ai peur de casser quelque chose. Ouais, j'ai pas envie de casser quelque chose. J'ai investi d'ailleurs, tiens, sur un tapis de sol, un tapis de souris, je vous le montrerai demain. Voilà, donc j'ai pas envie qu'on perde. Hakim Ben Elhadj est l'arbitre, je vous en ai parlé, donc il n'a pas arbitré beaucoup, on va le lire quand même. L'OM n'a jamais perdu avec cet arbitre au sifflet au Vélodrome, à noter, parce qu'ils ont perdu une fois, c'était à l'extérieur et c'était le premier match je crois. En 3 disputés, 2 victoires, 1 nul. Il est d'ailleurs invaincu avec lui au cours de ses 5 derniers matchs arbitrés dans l'élite. Voilà, il a arbitré 6 matchs de l'OM. Je crois que le premier, on l'avait perdu sous les ordres, sous la direction de Hakim Ben Elhadj. Donc les 5 qui sont arrivés derrière, on n'a pas perdu. On espère continuer dans cette même donnée. Et même plus, on espère quand même gagner. C'est un espoir, hein, je vous le dis, c'est un espoir de gagner. Allez, on va finir avec la rencontre. On va finir avec la rencontre, les amis, je vais vous donner mon avis, mon prono. Et vous allez me donner votre prono dans les commentaires. Alors moi, je vais rester optimiste. Je vais rester positif. C'est Metz en face, c'est la pire équipe de Ligue 1 en ce moment. Voilà, c'est encore pire que Lyon. Bah, les Lyon, quand même, il y avait quand même cette donnée de recrutement, de nouvelles recrues. Et d'ailleurs, ils vont mieux. On voit qu'ils ont gagné contre Lille. Ils ont fait plutôt un bon match contre Lille. Il y a peut-être des recrues qui vont émerger du côté lyonnais, qui vont les monter dans le classement. J'espère qu'ils passeront pas devant nous si on est en crise totale. Ça serait terrible. Mais les Messins, eux, il n'y a plus d'excuses là. Il n'y a plus d'excuses là. C'est fini. C'est comme si tu tombais contre Thionville là. Ou pas loin. Donc moi, mon pronostic, c'est une victoire où on les écrase. On les écrase, on les écrase. Bon, on s'essuie après. Hein. On s'essuie après. 4 buts 1. 4 buts 1, je veux pas moins. Comme c'est Dodgers qui l'avait dit dans les commentaires, dans les chats. Moi, je veux pareil. 4-1. 4-1. 3-0. Allez, 2-0, j'accepterai s'il y a la manière. 2-0, j'accepterai. Au-delà, 1-0. Allez, s'il y a une manière qu'on trouve 10 poteaux, vraiment on les domine, on les lamine, qu'on a que 1-0, qu'on manque de chance un petit peu, allez, ça passera, ça passera. Mais si c'est un 1-0 pourri, raccro sur une occasion, un but contre son camp, où il n'y a pas de construction de jeu, où on est dégueulasse autant que d'habitude, je râlerai pratiquement autant que s'il y a une défaite. Voilà, ça sera mon avis, ça. Voilà, je vous donne mon avis sur cela, je vous donne mon prono, donnez-moi votre prono. Je ne vais pas vous détailler qui je vois faire un bon match dans cette rencontre. Voilà, je vais espérer qu'on a un bon Mumbagna, j'espère qu'on a un bon Klos qui se remet, j'espère qu'il ne va pas tomber dans le trou par rapport à la direction qu'il a peut-être mis comme ça directement, volontairement, et qui finalement on a gardé le joueur. Ça serait terrible de perdre encore un joueur comme ça. J'aimerais bien que Merlin émerge aussi. Voilà, son premier match à Lyon, ça a été terrible contre Nuama. J'aimerais bien que Balerdi continue dans sa lancée. Et pourquoi pas un gros match de Nana, un gros match de Naïd, Harit. Pourquoi pas ces joueurs-là aussi qui prennent un petit peu leurs responsabilités. Ce n'est pas que Aklos à taper dessus. Ou Naïd Harit, c'est bien beau le ish-ish avec Ndiaye sur le côté droit face à Lyon pendant une demi-heure. Maintenant, faut envoyer du lourd là. Si tu as une occasion de frapper à l'entrée de la surface, n'hésite pas Amine. Toi aussi Asline, je sais que tu es capable de le faire. Et s'il y a Emile Ndiaye qui est titulaire, à la limite même sur un côté, centre mon petit, centre. Voilà, il y a des joueurs qui sont dans la surface, il y a des joueurs qui seront dans la surface. Allez, je vais arrêter sur cela, je ne vais pas partir sur le technique, le tactique, mais plus ou moins, je vous en ai parlé vite fait là, c'était un petit résumé de ce que j'espère voir aujourd'hui. Allez, on continue avec... Ah mince, j'ai oublié, on part sur l'actu. Allez, on passe sur l'actu, l'actualité pour se calmer. Désolé, je suis en train de craquer, on est en fin de vidéo. L'actualité. L'OM affrontera le Mans FC en 8e de finale de Coupe Gambardella. La rencontre pour le 8e de finale de la Coupe Gambardella se jouera le samedi 24 et dimanche 25 février au Mans. Donc ça se passera là-bas au Mans. D'ailleurs, il y a une personne, je ne sais pas si tu seras au Mans, si tu me regardes, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me le dire, je ne sais pas. Est-ce que tu regarderas le match? Team OM, hashtag Team OM. Voilà, donc ce qui veut dire c'est que ça se passera soit le samedi, soit le dimanche. Ça ne se jouera pas les 2 jours, hein, parce que là ce qu'on entend c'est qu'ils joueront le samedi et encore le dimanche. Match aller-retour au Mans. Voilà, donc pour la Gambardella, force à eux, j'espère qu'ils vont la gagner cette année. Dites force aux jeunes là les amis, dites force aux jeunes, c'est très important. La Côte d'Ivoire, on en a parlé la dernière fois, j'en ai relié un petit, je ne sais plus si c'est le petit OM qui nous avait relié ça, une photo d'une personne de Côte d'Ivoire. Et on voit que finalement Pablo Longoria est bien allé en Côte d'Ivoire.
Il a tenu faire un échange constructif et de transmission au cœur de la visite du président Pablo Longoria en Côte d'Ivoire. Emmené par le président Pablo Longoria, une délégation de l'Olympique de Marseille s'est rendue ces derniers jours à Abidjan. Abidjan, je crois que c'est la capitale de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr, mais dites-moi si c'est la capitale. Dans le cadre du partenariat liant le club olympien à Sublime Côte d'Ivoire, comme je vous voyais sur les vêtements. Programme de promotion du pays relevant du ministère ivoirien du tourisme. Derrière, ça tenait à préciser sur le renforcement de la collaboration entre les deux parties avec l'institution ivoirienne. Le président a d'ailleurs tenu à rendre visite au groupe scolaire de Cocody, créé en 2009 par l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille, dans le but. Alors l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille, c'est, il est marqué au-dessus, mince, c'est Bakayoko. Bakayoko, c'est marqué au-dessus. Ibrahima Bakayoko, pour ceux qui se souviennent. Par l'ancien buteur de l'OM, dans le but de promouvoir l'éducation et la transmission. La visite ivoirienne a enfin permis aux dirigeants olympiens de rencontrer des représentants du fan club OM présent dans la capitale et de visiter les installations de l'ASEC Mimosa, club historique reconnu pour la formation de nombreux grands joueurs ivoiriens dans son académie, dont Baki Koné, qui était là aussi présent. Donc voilà. Il a été là-bas, peut-être pour signer des contrats, peut-être avec des jeunes, peut-être avec une post-formation qui vont arriver, des jeunes qui vont arriver de Côte d'Ivoire. Peut-être, on ne sait jamais. Là, on a les photos et on va essayer de reconnaître les joueurs. Est-ce que vous reconnaissez les joueurs au milieu là, la photo du milieu? Est-ce que vous reconnaissez à gauche Abdoulaye Meïté? C'était le défenseur assez costaud. Voilà, Abdoulaye Meïté à gauche, qui avait les épaules un peu voûtées comme ça à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait un creux là au thorax, je ne sais pas si c'était une maladie ou un problème physique. En tout cas, il avait fait un bon passage du côté de l'OM, j'ai apprécié son passage. Baki Koné, c'est le petit qui est à côté de Longoria. Et on voit qu'il a bouffi, il a bien grossi. Baki Koné, là, il mange la popote. Et Ibrahima Bakayoko qui n'a pas changé. On dirait le même quand il était arrivé à l'OM, dans les années début 2000. Vous voyez le même en dessous, là, il fait jeune, il fait jeune. Ouais, il doit avoir 45, 46, 47, 48 ans, un truc comme ça. Il est plus vieux que moi, à mon avis. Voilà, donc Bakayoko. Est-ce que vous avez gardé un bon souvenir de Bakayoko? C'est un attaquant, allez, un bon attaquant de Ligue 1 quand il vient à l'OM. Il vient de Montpellier, si je ne me trompe pas. Il mettait les dizaines de buts dans la saison. Je crois qu'il a mis peut-être 10 buts chez nous, je ne suis pas sûr. Il est resté 2 ans, un truc comme ça. Voilà, peut-être plus. Voilà, mais en tout cas, il ne me laisse pas un souvenir impérissable, mais c'est un bon souvenir. Moyen bon, on va dire. C'est pas dégueulasse, mais c'est moyen bon. Moyen bon. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire pire. Voilà, c'était un joueur qui manquait, qui vendangeait quand même beaucoup d'occasions. Là, on le voit, Pablo Longoria au milieu des petits. Et là, Bakayoko, on le voit encore, il fait jeune. Avec le maillot qui est... Moi, je l'aime bien ce maillot. J'aimerais bien, tiens, je vais le prendre peut-être. Pourquoi? Parce qu'il est encore en vente. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Allez, on termine par quoi? Encore avec des petites anecdotes. C'est à Page Foot qui vous relaie que l'OM est le club le plus cosmopolite de la Ligue 1 Uber Eats de cette année. L'Olympique de Marseille compte le plus de joueurs étrangers parmi les clubs de Ligue 1 dans son effectif. L'effectif est composé de 25 étrangers venant de 15 pays différents. Et je n'ai pas rajouté, mais il y a Toulouse. Toulouse, ils ont moins d'étrangers, je crois qu'ils en ont 23, mais ils ont 17 pays différents. C'est énorme, 17, c'est énorme. Stat arrêté au 8 février. Voilà, je tenais à le préciser parce que voilà, c'était précisé, stat arrêté au 8 février. Allez, je continue. Je continue avec... Je vous relais le leak pour le maillot de l'année prochaine, de la saison prochaine. C'est la couleur du maillot de l'année prochaine. Alors là, c'est pas le bleu qu'on a cette année. Je sais pas si je l'ai là. Ah, je l'ai pas là. Le bleu royal. J'ai pas un truc. J'ai pas un truc avec le maillot là. Non, je l'ai pas là. Bon bref, vous voyez lequel maillot je veux dire? Bon, ah bah il est là, je suis con. Il est là, regardez. Hop, je fais un petit mix. Vous voyez ce bleu là? Eh ben c'est pas le même bleu. C'est pas le même bleu. D'ailleurs, tiens, je tenais à vous signaler que sur la Provence, il y a eu un gros dossier sur le mercato depuis l'hiver 2023. Donc depuis 3 mercatos, depuis 3 périodes de mercato, la Provence nous fait un petit topo de tous les recrutements. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, il n'y en a pratiquement aucun qui réussit. À part Murillo, pour l'instant qu'on peut dire c'est une satisfaction, mais c'est un remplaçant. Et à part ceux qui ont arrivé maintenant il n'y a pas longtemps. Mais mis à part cela, pour l'instant, si vous regardez bien, faites le topo, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui ont émergé de ces mercatos-là. On revient sur l'autre page, les amis. Voilà pour vous montrer que c'est pas la même couleur. C'est un peu bleu. Je sais pas comment l'expliquer, mais un bleu turquoise, terne. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, les amis. Et on voit qu'il y aura des petits quadrillages sur le tissu. Ça sera le maillot extérieur. Le maillot extérieur. Je vous ai montré le maillot domicile hier. Et quand on reste sur le bleu, justement, le carton bleu qui arrive. Les amis, il y aura un test pour ce carton bleu. Alors vous allez me dire, c'est quoi, Seb? Comment ça se fait que tu nous montres des infos aussi importantes et que tu nous l'expliques pas? Je vous l'explique. Attends, calme-toi. Mets un petit like, un abonnement, mais calme-toi, mon petit. Il sera utilisé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes.
s'il commet une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse ou s'il manifeste avec véhémence auprès d'un arbitre. Un carton bleu plus un carton jaune donnera lieu à un carton rouge. 2 cartons bleus donnera lieu à une expulsion. C'est pareil qu'un carton rouge, donc 2 cartons bleus, c'est comme un carton jaune pratiquement. Une phase test aura lieu en FA Cup en Angleterre. Voilà, j'ai lu plus ou moins le Télégraphe. C'est précisé que ça sera essayé sur les petits matchs, voilà, sur les petites divisions en FA Cup. Donc ça va être essayé, ça va être un test. Pour l'instant, c'est pas projeté de le mettre en Ligue 1, mais ça pourrait venir hein, si ça fonctionne du côté de la FA Cup. Pourquoi pas après le mettre directement en première ligue là-bas en Angleterre et après ça arriverait dans tous les championnats européens. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce que c'est plutôt rajouter encore des choses, rajouter comme la VAR ici là, ça vous dérange? Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est votre opinion. Et on termine par quoi les amis? Le petit bonbon promis, le but de Gignac, si vous ne l'avez pas vu, regardez le but de Gignac. Bam! Gignac! Golasso d'APG, Gignac qui permet aux Tigresses d'arracher le nul à la 88e minute en CONCACAF Champions Cup. C'était hier, dans la nuit d'hier. Voilà, je ne pouvais pas vous le relier ce matin parce que la vidéo, je l'ai faite avant le but. Et voilà le magnifique but d'André-Pierre Gignac que je vous relais là. Donnez une note sur le but de Gignac. Donnez-moi une note les amis, je vous le remonte encore une fois. Bam! Lucarne! Allez, donnez-moi une note sur 10 du but de Gignac. Et pourquoi pas les amis? Et pourquoi pas une note pour la vidéo, comme d'habitude. Allez, on a fait 51 minutes. Je suis désolé, j'arrive pas à faire plus court. Heureusement que j'ai pas pris toute la conférence de presse, sinon ça aurait dû durer plus d'1 heure. Je vais vous souhaiter une bonne journée, les amis. Confiance pour ce soir. Vive le foot chez Sabache Foot. Donnez de la force sur le live de ce soir, que je vous remonte là vite fait. Regardez, hop. Je vous remonte vite fait. Donnez des likes. On est à 18. Atteignez les 25, pourquoi pas. Même les 30, même les 50. Allez, vous êtes nombreux. Vous mettez un like sous la vidéo là. Et vous mettez un like sous le live de ce soir. Allez, je reviens là et je vais vous souhaiter encore une bonne journée. Vive le foot chez Sabache Foot. Donnez votre pronostic en commentaire. Le gagnant tient du bon pronostic aura pourquoi pas une place. Voilà, j'en prendrai. S'il y en a trop, j'en prendrai 3 au hasard. Et s'il n'y en a pas assez, bah, j'en prendrai pas du tout. Allez les amis, bonne soirée à vous, bonne journée à vous les amis. On se retrouve ce soir à partir de 20h15 en live. Sinon on se revoit demain matin, comme d'habitude tous les jours. Vive le foot chez Sabache Foot. Et allez on l'a gagné celle-là. Putain. J'ai failli mettre un coup de poing là dans le... Je suis chaud là, je suis chaud. C'est pas un footing. Il est 3h du matin. Je suis chaud. Allez, ciao les amis. À tout à l'heure. Oh mince.